Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie du désormais rédacteur en chef célèbre évidemment d'Endurance Mag, mais rédacteur multicarte Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous, et avec un nouveau studio cette semaine. Il y aura peut-être un peu de bruit de fond. Mais c'est pas grave, on est bien parce qu'en fait on est en présentiel, on se retrouve cette semaine. C'est pas arrivé depuis Le Mans l'année dernière en fait. Exactement, on a notre petit numéro par an, ou 2 ou 3, où on se retrouve. Il va y en avoir plus cette année, ouais, ça c'est clair. Ça c'est bien, ça nous plaît. En tout cas on est dans ce 47e numéro et on va parler d'Asian Le Mans Series. On vous présente en fait globalement les 2 dernières manches de la saison 2025 qui vont avoir lieu ce week-end et le week-end prochain sur le circuit de Dubaï et le circuit d'Abu Dhabi. On l'avait dit la première fois lors du rendez-vous de décembre. C'est la 13e saison de l'histoire de l'Asian Le Mans Series et donc nous dans l'Endurance Club on vous propose évidemment à chaque fois de faire un petit tour d'horizon, des chiffres, des infos spécifiques pour vous connaître et vous permettre de faire mieux apprécier, j'allais dire, le monde de l'endurance qui nous fait vibrer. Alors, il y avait 44 voitures, Geoffroy, qui étaient engagées en Asian Le Mans Series. Pour la manche d'ouverture, et là on va en compter 2 de plus pour les 4 heures de Dubaï, 46 voitures engagées. J'ai bien l'impression quand même que les séries ACO font le plein. Je sais pas ce que t'en penses. Alors moi j'en avais même noté 47, tu vois. Mais il y en a une qui a été annulée. Voilà. Ok, ouais, effectivement, c'est vrai que là on prend une petite dose d'Asian Le Mans Series avant d'avoir la liste des engagés aux 24 heures du Mans, puisqu'elle est toujours pas communiquée et pas officiellement. Alors pas officiellement et surtout elle peut pas l'être communiquée tant qu'on n'a pas justement les vainqueurs de l'Asian Le Mans Series. Donc c'est vraiment le dernier championnat qui intervient avant qu'on ait toutes les invitations. Comme tu l'as dit, ouais, c'est clairement, on l'avait déjà dit dans le premier épisode, mais c'est clairement un format, un championnat qui monte en pression. C'est le cas depuis plusieurs années, et là je sens que c'est encore mieux parce qu'au niveau de nationalité, au niveau diversité des équipes, on sent que le plateau est consistant, on va dire. Le calendrier est toujours un peu restreint, on l'a dit, il n'y a que 3 circuits visités, mais il y a 2 courses à chaque fois, donc finalement ça fait un championnat à 6 courses, donc c'est pas si mal, on a une vraie... C'est comme le LMS. Ouais voilà, en fait, sportivement en tout cas, c'est pas volé d'avoir une invitation décrochée en Asian Le Mans Series. On va rentrer dans le vif du sujet après, mais il y a quand même, c'est vrai, des sésames qui sont intéressants à décrocher. Pourquoi ? Parce que le LMP2, c'est la 2e année cette année, 2e saison, qu'il n'y a plus de LMP2 en WEC. Et donc les invitations, il y a aucune équipe quasiment, sauf les invitations déjà données, mais il y a très peu d'équipes qui savent qu'elles seront déjà aux 24 heures du Mans. Donc là, il y a quand même des sésames à aller chercher. Ouais. Et puis, à défaut d'aller chercher l'invitation, peut-être aussi se montrer pour justifier que le comité de sélection te retienne et te donne le droit de faire les 24 heures du Mans. Parce que cette année, franchement, je vois pas quelle équipe aura 2 voitures en LMP2. Et puis, il y a peut-être des équipes qui n'en auront pas du tout. Donc, il y a vraiment ce côté aller se montrer et prouver qu'on peut avoir une place aux 24 heures du Mans, quoi. Ouais, parce qu'il y aura beaucoup de demandes, mais finalement peu d'élus. C'est ce qu'on dit. Ouais. Parce que on a beaucoup de voitures en hypercar, évidemment. On a beaucoup de voitures en LMGT3. Et puis au milieu, les LMP2, alors là on parle du Mans, des 24 heures du Mans, évidemment, mais sont de plus en plus nombreuses aussi. Et voilà, quand on regarde un petit peu la liste engagée, on en a 10 des LMP2, avec des équipes un peu nouvelles aussi qui veulent se montrer. L'équipe de Romain Dumas, entre autres. Ça serait énorme de gagner, d'arriver comme ça et de gagner, ça serait quand même fou. Ah bah là, s'il le fait, en tout cas, bravo à lui, parce qu'il était un petit peu ennuyé de pas être sélectionné pour le LMS, pas être sélectionné pour les 24 heures du Mans. Ça serait, moi je pense, normal pour une première année. Maintenant, s'il y arrivait, ça serait un gros coup pour Romain. Pour l'instant, en tout cas, il est en position de le faire avec son équipe, puisqu'il mène avec 43 points. Donc ils ont 6 points d'avance sur Algarve Pro Racing. Après, il reste 4 courses, donc il va falloir tenir ce rang. Mais voilà, je trouve que c'est un peu, à vrai dire, c'est vrai que vu que c'est loin l'Asian Le Mans avec les circuits de décalage horaire aussi, je t'avoue que c'est pas forcément les courses pour lesquelles je vais me lever et regarder la nuit, mais il y a cet intérêt quand même de, tu vois, l'équipe de Romain Dumas, ça m'intrigue, tu vois, ça m'accroche. Non, il y a aussi le fait que, en fait, on n'a pas de diffusion sur YouTube en français pour nous francophones. Ah bah tiens, on pourrait commenter. Pourquoi pas. Voilà. On lance l'appel. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours depuis le début des commentaires en anglais. Ouais. Je crois qu'on a une chaîne locale qui diffuse aussi les courses, mais c'est sûr que il y a un petit peu moins aussi d'engouement, mais je dois dire, et comme on l'a évoqué, il y en a de plus en plus d'engouement, et c'est en ayant des équipes comme RD Limited, donc de Romain Dumas, comme Algarve Pro Racing, tu l'as dit, AF Corset, Nielsen Racing, Pure Racing aussi, attention, parce que là eux ils vont arriver avec CLX Motorsport en ELMS, je pense que ça va faire mal après leur
belle performance et leur superbe performance même en WEC l'année dernière avec Porsche. Donc c'est vrai que quand on voit la liste des engagés, franchement, bien, on se dit qu'on est vraiment sur un très très beau championnat. On a 7 voitures en LMP3 aussi, même si là pour les invitations c'est un petit peu plus compliqué, mais au moins ça permet d'avoir du roulage. Et puis 29 voitures en LMGT3, on en a deux de plus par rapport à la première manche à Sepang. Ça, c'est vraiment un indicateur aussi qui fait que cette réglementation LMGT3, elle fonctionne bien, hein, autant en IMSA, autant en ELMS, et puis donc en Asian Le Mans Series. Ouais, et en plus, c'est pas forcément une coupe monomarque Ferrari ou Porsche. Il y a aussi eu un peu de diversité. Il y a une Lamborghini par exemple, il y a de la Aston Martin, il y a de la McLaren. Donc ouais, effectivement, le GT, on l'avait déjà dit aussi. Le GT a toujours été une catégorie plutôt forte en Asie. Ça, c'est plutôt le côté prototype qui a toujours eu du mal à Tout à prendre fait, et tout qui a à eu du fait. mal à se développer. Mais là, on voit que maintenant, ça y est, ça commence à prendre. Il y a quand même beaucoup d'intérêt européen aussi dans les Oui, nationalités des équipes qui sont engagées. Et c'est pour ça notamment que ça pourrait justifier, comme tu dis, une couverture télé ou enfin télé vidéo, pardon. Ça fait un peu rétro de dire télé. Mais tu vois, en fait, ça justifierait d'avoir une couverture médiatique un peu plus forte aussi sur la zone européenne. Que certes, c'est un championnat asiatique, mais où la plupart des sponsors qui sont sur les voitures, on va pas se mentir, c'est quand même des marques qui sont c'est vrai. européennes. Donc, je pense que les concurrents n'auraient rien contre ça, parce qu'on est sur la même problématique un peu que les concurrents qui sont en European Le Mans Series. C'est qu'il faut réussir à boucler un budget avec des partenaires. Les partenaires, ils veulent de la visibilité. Et si tu peux pas leur garantir les 24 heures du Mans avant mi-février, bah, tu peux déjà leur garantir une visibilité sur des épreuves asiatiques. Tu peux leur dire on va faire le championnat européen. Et les gars, on essaie de tout aligner pour faire les 24 heures du Mans, mais je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Une difficulté pour certaines équipes, ce serait marrant de creuser là-dessus, d'avoir une confirmation relativement tard maintenant, de savoir si tu peux faire le Mans, alors qu'avant, quand tu faisais le WEC, tu avais la certitude de faire les 24 heures C'est du Mans. vrai. Je pense que pour aller démarcher des partenaires, ça doit vraiment être compliqué. Et d'ailleurs, je sais pas s'il y a un lien à trouver avec ça, mais depuis l'année dernière, ouais, il y a quelques pilotes qui étaient vraiment, tu sais, un peu comme les voitures du Paris-Dakar, qui étaient vraiment des pilotes qui vont chercher plein de petits Tout à sponsors, fait. bah, qui ont sauté. Je pense à Julien Canal, alors c'est peut-être pas la seule raison de plus le voir au volant. Il prend en âge aussi, il y a d'autres pilotes qui arrivent, il a peut-être d'autres envies aussi, hein, je connais pas le dossier personnellement. Mais tu vois, je pense qu'il y a plusieurs pilotes comme ça qui ont peut-être plus de mal à boucler, ou des équipes qui ont plus de mal à boucler leur budget, et peut-être que mettre plus de visibilité sur ce championnat-là serait pas mal. Ouais, après, en t'écoutant, justement, je me dis aussi que c'est vrai que la volonté des organisateurs, c'est justement d'aller attirer des équipes Oui, locales et oui. asiatiques. Donc, Faut ils pas y que ça devienne arrivent. un championnat pan-européen Bien en sûr. Asie. Non, mais Ouais, c'est vrai, t'as c'est raison. ça. C'est vrai. Et donc ils y arrivent avec les LMGT3. C'est un petit peu plus compliqué avec les LMP2, mais ça peut se comprendre aussi sur le budget et sur l'exploitation. Il faut aussi avoir un petit peu d'expérience, même beaucoup d'expérience d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, il y a pas de hasard. En tout cas, le petit changement en LMP2, c'est que Julian Lower va remplacer Louis Deletra. Donc ça, c'est dans la voiture numéro 91 de la fameuse équipe Pure Racing, hein, justement, avec Malikin et Harry King. Ça va être un bel équipage, là, je pense, parce que Julian Lower, en fait, c'est aussi les premières fois où il s'est fait repérer, parce que on parle des équipes, mais c'est vrai que ce championnat Asian Le Mans Series, il sert aussi pour certains pilotes. Julian Lower, je me souviens avec l'équipe Proton Compétition, il avait fait des chronos de malade et ça avait attiré encore plus l'œil de Porsche. Et maintenant, bah, c'est même plus l'œil qui a attiré. Maintenant, il est pilote officiel Porsche, hein, parce qu'il sera sur une 963 officielle, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, c'est marrant, c'est pas un retour aux sources, mais en tout cas, il est dépêché là-bas pour prendre de l'expérience aussi. Clairement, la liste des engagés, mais on l'avait déjà aussi, elle a pas tant évolué que ça, comme tu dis, par rapport à la première manche. On a des pilotes hypercars qui sont là, qui viennent Ouais. faire des piges, donc c'est exactement comme lorsqu'il y a les manches en IMSA où les hypercars ne roulent pas. Les pilotes vont quand même compléter les équipages en LMP2, donc ça veut dire que le championnat intéresse, et que pour traverser comme ça, pour faire autant de kilomètres, certes il y a les contrats, il y a l'atout financier, etc. Mais il y a quand même, je pense, des choses à aller chercher au niveau carrière, à se montrer, quoi. Ça devient un championnat qui compte en Ouais, tout on cas. est d'accord. Et puis, mine de rien, tu vois, je parlais des circuits, mais je trouve que de rouler à Dubaï, parce qu'on a Ouais, les grave. 24 heures de Dubaï, évidemment, mais c'est pas une série assez haut et c'est Non. pas une épreuve assez haut. Là, rouler à Dubaï avec des LMP2, Ouais. c'est aussi peut-être un peu plus d'expérience. Pourquoi pas préparer l'avenir aussi? Pourquoi on se dirait pas que, comme il y a le Qatar, comme il y a Bahreïn, essayer d'aller peut-être pour le championnat du monde d'endurance de la FIA un jour à Dubaï? Je sais pas si c'est l'envie, mais cette possibilité existe. Donc on a Sepang, Dubaï et Abu Dhabi. Voilà, c'est peut-être aussi ça qui explique cet intérêt. Et puis il y a... Ouais, c'est vrai que c'est un peu pour moi des circuits club, quoi. Ouais, Enfin, tu sais, mis à part la F1 et puis certaines courses SRO, sinon c'est vrai que ça fait vraiment circuit de track day, quoi. bah Enfin, oui, bah, c'était ça au début, hein. ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà, mais de toute façon, les choses sont faites pour changer. Clairement, on est sur
une zone géographique qui s'est mise au sport auto et qui a une grosse envie de s'y mettre pour plein de raisons. Mais enfin voilà, ils alignent les choses de manière assez forte avec des infrastructures qui n'ont pas grand-chose à envier au circuit européen. Ouais. Donc oui, voilà, c'est par là-bas que ça va se passer. Donc effectivement, je pense que les pilotes ont intérêt à faire ça. Ouais, ils Et ont moi, il y intérêt à y a aller. un équipage qui retient mon attention et qui n'avait pas forcément performé la fois dernière, c'était celui de l'équipe Proton Compétition, la numéro 11. On a Mathias Bech et Jonas Reed qui sont officialisés. Par contre, pour le troisième pilote, c'est pas encore certain que justement Alexander Matchoul soit là. J'avais beaucoup d'espoir Ok. sur ce trio. Et c'est vrai que Mathias avait été malade, je crois, à Sepang. C'était compliqué sur la deuxième journée. Donc voilà, pas certain qu'il soit aux avant-postes. On va voir en tout cas. C'est vrai que la problématique de trouver des pilotes bronze dans n'importe quelle catégorie devient assez Ah ouais, il y a compliquée, hein. ça aussi, c'est vrai. Ouais, non, mais ouais, j'oublie ces règles. Tu vois, Mais c'est bien oui, qu'on fasse ces épisodes-là. Non, mais j'oublie un peu ces règles de composition des équipages sorties du WEC. En fait, tout devient compliqué pour les équipes, les montages et tout. Non, mais c'est vrai. Et puis ce calendrier qui est un peu décalé aussi. Enfin, c'est vrai. voilà, ça va quand même s'enchaîner puisque les C'est courses plutôt bien, s'enchaînent. ouais. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ça s'enchaîne et c'est surtout que ça rentre bien dans les clous et c'est fait exprès Une course avec par jour, enfin samedi, dimanche, oui, et en plus 2 week-ends de rang. C'est ça, exactement. donc voilà. Parce qu'on profite aussi, tu vois, Mathias Bech était aux 24 heures de Daytona, hein, donc Mm. il a pu rouler en IMSA, il roule en Asian Le Mans Series, et puis dans quelques jours, semaines, il y a le WEC, Ouais, donc ça sera dans pas très longtemps, finalement, ça arrive vite, hein. ouais, c'est vrai, Cette c'est vrai. première épreuve du WEC, on fera une petite preview justement, et on aura peut-être un invité de marque dans l'Endurance Club, mais revenir sur le WEC pour dire que la première manche au Qatar a lieu le Au, vendredi 28 février déjà. au Qatar, du coup, ouais, aussi. Non, mais voilà, tu vois, c'est la période d'activité de cette zone. Et ben ouais, ben moi j'ai hâte en tout cas de voir ce que ça va donner. Comme je te l'ai dit, on vient de dresser un petit peu l'état des lieux des Ouais, forces en présence en LMP2. Moi j'ai vraiment hâte de voir qui va s'en sortir et qui va briller. Parce qu'il y a clairement un sésame aux 24 heures du Mans. Et c'est c'est clair. pas la catégorie que je suis le plus, hein, on va pas se mentir. Mais le comité de sélection va avoir un boulot de dingue pour. Ils peuvent pas satisfaire tout le monde, mais ils vont essayer, en tout cas, je pense, de faire au mieux Bien sûr, pour le sport et puis pour les intérêts de chacun, ça pour doit les être un équipes, casse-tête, hein. etc. Ça doit être un sacré casse-tête, et là, il y en a forcément une équipe qui va émerger, donc j'attends de voir, quoi. Pour l'instant, tu l'as dit, hein, à l'issue des deux premières manches, donc, on a l'équipe de Romain Dumas qui mène avec 43 points, mais derrière, attention, Algarve Pro Racing, qui déjà l'année dernière avait Oui, c'est vrai. réussi à s'imposer, eh bien, est en deuxième position en embuscade. C'est vrai que ce sont des équipes qu'on connaît bien. Et puis en LMGT3, eh ben, ça va être assez intéressant aussi. Donc on a Ouais, je croyais que deux tu allais me nouvelles faire un voitures. pronostic, parce que non, mais là, c'est Non, improbable, franchement. oh, ça va être Entre le dur. nom des équipes et les équipages, je sais que tu connais tous, hein, tu les connais tous. Mais quand même, là, c'est tendu, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, il y a aussi une autre donnée, c'est que le fait de faire deux courses consécutivement le samedi et le dimanche Ouais, fait que certains vont pouvoir s'adapter assez rapidement et donc le samedi être en première ouais. position et dans les premières places, mais surtout le dimanche, on a certains qui eux ont un petit peu mis plus de temps à s'adapter et vont pouvoir émerger parce qu'ils auront peut-être besoin de plus de roulage, etc. Et donc la hiérarchie va être différente. Je pense que c'est aussi l'explication. On retrouve quand même des équipes qui ont bien compris comment régler leur voiture en tête des deux journées, mais si tu as pu remarquer, alors en plus il y avait des conditions climatiques différentes, mais Mhm, si tu ouais. as pu remarquer en Malaisie, il y a quand même des équipes qui, à force de rouler, réussissent à remonter. Je crois que tu allais parler aussi du fait que si tu casses un truc le Ah, samedi, ça c'est vrai. potentiellement tu peux aussi avoir des difficultés le dimanche, quoi. Bon, enfin, faut vraiment faire de gros pépins pour que ça soit pas Ah, ça réparable peut d'une arriver, journée à hein. l'autre, mais ça peut arriver. Donc, ouais, il y a ça aussi quand même. Le Il y a peu de championnat se temps. joue très vite, quoi. Enfin, ouais. Ouais. On est d'accord. Alors il y a un changement majeur quand même avant de passer au LMGT3, j'allais oublier d'en parler. C'est le LMP3 avec notamment l'équipe Ultimate, donc l'équipe des frères Française, ouais. Lahaye. Mhm. Et en fait, on avait un trio qui s'entendait plutôt bien, hein, je dirais, avec Benz Valint, avec Matteo Quintarelli et Stéphane Lemray. Et bien là, pour la deuxième épreuve, et j'imagine pour la fin aussi de cette saison, on va changer tout simplement le Le trio. line-up, ouais. Ouais, c'est ça. Et il y en a un qui va rester, c'est Matteo Quintarelli. Par contre, il sera avec Leonardo Colavita et Louis Stern, qui avait déjà roulé en ELMS, qui a roulé en Ligue European Series, et qui se retrouve là avec, avec l'équipe Ultimate. Donc justement, Bien sûr. c'est un jeune pilote, Ok. un pilote qui a envie d'apprendre et qui a envie de se mettre aussi au pas dans les séries prototypes. Donc ça fait partie aussi de vraiment le processus de ces pilotes qui veulent monter dans la hiérarchie des séries assez haut.
Ok. Non, mais et puis comme alors je t'avoue, j'ai aucune info Ah bon, sur d'accord. lui, hein, du coup. Non, mais par contre, ce que je vois, c'est que effectivement, comme en t'écoutant, je pense à ça aussi. C'est vrai que là, tu peux t'enchaîner en 2 semaines, tu vas avoir quatre courses sous la ceinture, c'est quand même pas mal. Exactement. Enfin, je veux dire, T'as plus qu'une demi-saison au LMS. non, mais ouais, c'est assez fou. Et puis, enfin, ça compte hein, pour avoir une, comment dire, une évaluation, enfin, un palmarès international. Souvent, c'était ça, tu sais, quand tu voulais avoir une licence de pilote et pouvoir faire les. J'ai des exemples comme ça, je vais pas citer de nom, mais Ah, tu des biperas. pilotes qui voulaient faire les. Non, 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 j'en ai marre de biper. Non, mais des pilotes qui voulaient faire les 24 heures du Mans euh, à une époque pour même faire des Le Mans Series. Si tu voulais t'inscrire, il fallait que tu aies une licence de pilote où tu as déjà roulé à l'étranger en fait. Et donc souvent ils allaient sur des championnats asiatiques un peu de seconde zone comme ça pour prendre des points. Maintenant, l'Asian Le Mans Series, on peut pas considérer ça comme un Non. championnat de seconde zone, mais il a vraiment cette vocation par contre, c'est-à-dire comme tu l'as dit, d'aller glaner de l'expérience sur d'autres circuits. Et je pense que ça a une vraie valeur pour les jeunes pilotes quand ils vont se pointer dans d'autres équipes, quand ils vont essayer de trouver un volant, de dire bah voilà, j'ai déjà roulé sur tel circuit, ça apporte une expérience différente d'autres pilotes qui peut-être se sont concentrés que sur l'Europe et n'ont pas expérimenté Dubaï ou Abu Dhabi. Enfin, C'est vrai. je pense qu'il y a un vrai, c'est marrant quand tu, enfin il y a quand même, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de pilotes, il y a quand même beaucoup de jeunes qui veulent percer maintenant en endurance, notamment parce que les filières monoplace et l'accès à la Formule 1 est très compliqué. Donc si tu arrives à avoir un truc qui te différencie sur ton CV et cette expérience-là, je suis sûr qu'elle peut faire la différence pour certains. Alors en tout cas apporter une sensibilité quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah, de toute façon, on en parlera un petit peu dans cet épisode aussi de Michelin Le Mans Cup et des autres Oui, aïe. disciplines. Mais c'est vrai que C'est un on a. test en fait pour moi cet épisode. Ouais, c'est ça. Et on va beaucoup parler de l'MP3. Non, non, c'est pas Vache. vrai. Mais en tout cas, bah, il y a vraiment cette vocation-là. Donc tu parles des jeunes, mais on parle aussi des pilotes gentlemen. Parce que quand tu vas dans la catégorie LMGT3, tu te retrouves avec justement des pilotes qui ont envie de prendre de l'expérience. Moi, je pense au trio qui vient justement du Moyen-Orient, hein, Ibrahim Al-Abdougani, Abdullah Al-Khelaifi et Ghanim Al-Ali. Alors, je les connaissais pas, Mhm. je te rassure, Ok. mais ils sont là avec l'équipe Herbert Motorsport, avec une Porsche. Et là, l'objectif, c'est évidemment aussi de prendre de l'expérience et pourquoi pas, à horizon 2026-2027, de faire partie justement des 24 heures du Mans ou du WEC. Donc, Mhm. ça fait aussi comment dire, euh, bulle, si je puis dire, pour les pilotes et cette bulle d'air pour les pilotes de pouvoir avoir du roulage. Donc, c'est vrai qu'en LMGT3, en plus, le vrai problème, alors c'est une force et à la fois une difficulté, c'est qu'on a 29 voitures engagées. Ouais. Donc là, pour se faire une place, c'est pas simple. C'est vrai qu'il n'y a pas que les 24 heures series qui permettent ça, parce qu'il y a la course emblématique des 24 heures series, donc c'est les 24 heures de Dubaï qui traditionnellement ouvre le calendrier des courses d'endurance. C'est une course qui est doublement intéressante pour les gentlemen parce que ça fait un peu exotique d'aller à Dubaï quand on est européen. Et puis qui permettait justement, quand tu cites un équipage, tu vois, comme tu l'as fait là, d'avoir des équipages des Émirats, d'avoir des pilotes que nous on connaît moins. Mais enfin, je sais que les 24 heures de Dubaï avaient vraiment cette vocation de faire émerger des intérêts, on va dire, saoudiens, je sais pas, enfin de tous ces pays-là. Bien sûr. Et donc là, c'est bien aussi que ça se fasse en Asian Le Mans parce qu'il y a quand même qu'on le veuille ou non, il y a quand même une porosité entre les championnats full GT, enfin full GT, il y a des voitures de tourisme, hein, mais les 24 heures series et les séries ACO, il y a quand même, il y a peu de portes de communication. Souvent, il y a les équipes que tu vois dans l'un ne sont pas dans l'autre. Oui, Alors certes, il y a eu des rapprochements maintenant entre la CO et SRO. Il y a des vrais rapprochements entre le GT World Challenge et les séries ACO, mais souvent quand même quand tu es typé dans un championnat, tu vas moins te frotter à l'autre. Donc là, c'est bien que cette Asian Le Mans Series existe aussi pour ça. Je lance plein de fleurs à l'Asian Le Mans, mais non, mais non, mais c'est c'est vrai qu'il y a, enfin, c'est un vrai intérêt en tout cas de capter ces pilotes et de les amener aussi vers le prototype. Voilà, en l'occurrence, on parle de GT3, Mhm. mais leur permettre de rouler avec leur Eh GT3 ben, ailleurs qu'en 24 heures Series. je rebondis, mais ça peut très bien t'amener puisque Oui, oui, oui. Alex Malikin était Ouais, en c'est vrai. GT3 C'est vrai. et vient en LMP2. Donc C'est il vrai. n'y a pas de règle précise. François Perraudot aussi a fait un peu de GT après avoir fait son expérience en LMP2 et puis est revenu et a gagné plusieurs fois. Et puis tu vois, pour clôturer peut-être cette page aussi de pilotes venus des Émirats Arabes Unis ou venus Ouais, de Bahreïn, du Qatar, on peut parler aussi de la présence de Rema Joufali qui est c'est vrai. saoudienne. C'est Et vrai. l'Arabie Saoudite vit, mine de rien, finalement, ces derniers temps, alors avec le Dakar, bien sûr, et puis aussi avec ces différents pilotes qui sont engagés, de plus en plus se montrent. Et là, pour le coup, c'est une quatrième femme engagée après les Iron Dames. Donc, je trouve que c'est assez intéressant aussi d'avoir cette mixité.
c'est la première femme à avoir eu sa licence de pilote en Arabie Saoudite. Je sais pas si c'est la première femme à avoir eu sa licence de son permis de conduire, je suis pas sûr, mais en tout cas sa licence de pilote, ça c'est certain. Et bon après, c'était compliqué, je crois, hein, 24. Elle a fait elle a été invitée sur une manche en F1 Academy. C'était pas ouf. Et après, c'est difficile. Hein, et elle a roulé et elle a roulé en GT World aussi. Elle avait fait une saison complète en 23, je crois. Oui. Avec sa propre équipe, d'ailleurs, même. Mais c'était sa propre équipe, bah, je crois que c'était qu'elle avait une structure. Oui, enfin, bon, il y avait un support technique d'une équipe connue, sans doute. Hein. Mais en tout cas, je crois qu'elle avait roulé sous son propre nom. Et ça s'était pas forcément super bien passé. Mais et en 24, ça n'avait pas continué. Mais j'avais essayé d'échanger avec elle. Assez compliqué. Hein. C'est pire que. Ah ouais? Ah ouais. Bah, t'as l'attaché de presse qui fait vraiment. À chaque fois, je me prends la tête et que j'ai attaché de presse. Non, mais vraiment, qui faisait un filtre et enfin, compliqué quoi. D'accord. Ah, ouais. Tu vois, j'étais pas. Parce que je pense qu'elle avait pas trop envie de communiquer sur cet axe pilote féminine, tu vois. Enfin, ils sont méfiants. Sur cet axe, parce que bah, c'est un peu l'angle que plein de gens prennent, et c'était pas forcément là-dessus que je voulais l'emmener. Mais ouais, une petite méfiance, quoi. Ok, ah bah tu vois, je la connais pas plus que ça, mais j'ai suivi un petit peu son parcours au volant, et je trouvais que c'était assez intéressant. C'est bien de la voir là, en tout cas. C'est très bien de la voir justement dans le giron assez haut, parce que pour le coup, je t'ai dit, moi je l'ai vu chez S0 et avec une wildcard, une invitation en F1 Academy. Bon, qui est pas non plus le truc fou. Quand tu fais comme une seule course dans le calendrier, effectivement, t'as moins d'exposition et t'as moins d'expérience que Dorian Pain, que on est d'accord. Happy Pooling ou tout ça. Mais ouais, c'est bien de l'avoir là en tout cas, c'est super. Eh ben, écoute, en tout cas, ça faisait la transition un petit peu aussi avec les Iron Dames qui sont là, avec Célia Martin, avec Mitchell Gatting et Sarah Bovy. Sarah Bovy qui, elle, eh bien, a roulé à Daytona, tout comme Mitchell Gatting d'ailleurs. Et donc, elles vont retrouver Célia Martin. Alors, grosse pression peut-être aussi pour Célia, parce que grosse saison, surtout en 2025. Il va falloir qu'elle puisse marcher dans les pas de Sarah Bovy. C'est pas simple en tant que pilote bronze. Bah voilà, ça commence là. C'est pareil, hein, ça fait partie on va dire, des petites histoires. C'est pas pour être méchant. Quand je dis petit, c'est affectif, au contraire. C'est plus pour dire, ça fait partie des histoires dans la grande histoire. Ouais, voilà, il y a le trio historique d'Iron Dames change, évolue. Et j'espère que ça va le faire. En plus, voilà, une Française qui prend cette place. Il y avait un équipage du coup à 4, c'est ça, si je dis pas de bêtises, par contre à Daytona. Oui, tout à fait, avec Karen Gaillard exactement, qui est suisse. Ça évolue, c'est bien, et je suis content de voir ça aussi parce que tu sais, on en avait parlé ça fait peut-être même il y a quasiment un an. Mais l'épopée Iron Dames, j'avais un peu peur, ou alors c'était même quand on faisait les débriefs avant, je sais plus. J'avais un peu peur à un moment que le projet reste figé, et tu sais, c'est une histoire, là pour le coup c'est une histoire d'homme, enfin c'est une histoire de femme en l'occurrence, mais tu sais, j'avais un peu peur que le projet soit vraiment construit que autour de ces trois personnalités, et puis qu'en fait à un moment, quand tu veux absolument aller chercher une pilote bronze, ils étaient rendus à avoir essayé Margot Lafitte par exemple, enfin, à un moment je trouvais que l'obligation d'avoir un équipage 100% féminin, d'avoir un pilote bronze, etc., bridait un peu le projet. Là je pense qu'ils ont trouvé avec Célia Martin un vrai talent et quelqu'un qui peut faire le job. Mais l'équipage évolue, la structure avant, je sais qu'il y a d'autres femmes pilotes qui sont supportées aussi dans d'autres disciplines, qui montent, etc. Je suis content de voir que j'avais peur que ça reste figé, et là je vois que ça va dans le bon sens, donc je suis content. Et puis une vraie émancipation qui va arriver aussi, je pense que Sarah Bovy, dans pas si longtemps que ça, on va l'avoir dans un équipage avec des pilotes masculins. Je pense que c'est ce qu'elle voudrait. Maintenant, je sais pas si ça va se passer. Mais moi j'aimerais que ça se passe. Ouais, tout à fait. Faut la sortir de ça. Et puis, enfin, tu vois, Dorian Pain, il a rien fait de mal de piloter avec des hommes. Non, au contraire. C'est vrai qu'elle était plus dans la mouvance justement de se battre avec les hommes et face aux hommes, et pas forcéement d'être en équipe. Alors que celle qui est en F1 Academy maintenant, c'est quand même, tu vois, c'est paradoxal. Mais Sophia Florsch, tu vois, c'est pareil. Elle a 2 ou 3 participations au Mans, je sais plus, enfin ça dépend si on compte celle où elle a loupé le départ ou machin, enfin bref. C'était pas de sa faute. Non mais je rigole, mais tu vois, on l'associe pas forcément que à un équipage féminin. Elle a eu un équipage 100% féminin, une édition. Mais elle, par exemple, elle était pas très fan de ça. Voilà, c'est pour ça. Et moi je trouve que c'est bien aussi si ça peut se détacher de... Tout à fait. Enfin voilà, si Sarah Bovy est dans une autre voiture, enfin bref, c'est bien que le projet, j'ai l'impression que ça a un petit peu évolué, qu'ils vont les faire sortir, ils vont les faire éclore un peu de cette limitation qui est d'avoir un équipage forcément full féminin, quoi. Ouais, on est d'accord. Bon, la première manche, ou en tout cas les
double manche de Sepang, c'était pas forcément très très bien passé pour elles. Malheureusement, elles sont 10e au classement général. Ouais. On va revenir plutôt sur ceux qui sont en tête, Windward Racing, qui ont fait un festival à Daytona. Je sais même pas si on l'a vraiment souligné lors de notre débrief des 24 heures, parce que c'est difficile de tout suivre aux 24 heures Daytona, mais enfin ils avaient quand même 7 tours de retard à un moment donné, et ils arrivent dans le tour du leader à deuxième à seulement 3 secondes. Alors je sais que c'est effectivement l'IMSA qui veut ça, mais ça prouve quand même que cette équipe Windward, elle est capable d'aller très très loin. Je vais t'avouer une infidélité. Ah. J'étais sur le flux IMSA TV avec John Indo et avec non. toute la bande quand c'est arrivé en début de course, quand la voiture était effectivement dans son box, et je me suis fait la réflexion, et eux tout de suite l'ont commenté aussi. Ils ont dit attendez, c'est pas fini. C'est dingue. En fait, mais non, mais c'est vrai que c'est ça les Attends, c'est rare. les Hein, courses je veux à dire, en l'américaine. hypercar, t'as pas ça. Enfin, ou en tout cas en GTP. Ouais, c'est vrai. Mais alors, je voulais sortir une anecdote la dernière fois et j'ai pas été la vérifier, mais je crois que c'est. Il y a des histoires comme ça, genre, je crois que la victoire de 95 de Christophe Bouchu, notamment, qui était sur la Porsche qui gagne, la Kremer. Je crois qu'ils étaient à un moment, mais genre à 5 ou 10 tours de la tête, quoi. C'est possible. Et ils gagnent quand même. Alors, enfin, à Daytona, tout est possible, quoi. Ah ouais. Il y a vraiment encore Là, on plus n'aura avec pas le ça règlement. en Asian Le Mans Series. Hein. Non, normalement en Asie, bah déjà la durée de la course est quand même un Oui. peu plus réduite, hein. On n'est pas sur les 24 heures en Asian Le Mans Series. Mais non, mais c'est marrant, Windward, j'y ai pensé, quoi. J'y ai pensé, ils y ont pensé. Toi aussi, t'as dû te dire, attends. Ouais. Bah, c'est vrai que, enfin, J'ai eu quand même du mal à me dire qu'ils allaient revenir dans le tour du leader, mais ouais. ils y sont arrivés. Après, je sais que c'est quand même les commentateurs sportifs, journalistes sportifs dont tu fais partie, de métier, j'entends, t'es quand même obligé d'avoir ce rôle de te dire, attendez, tu peux pas dire, cette voiture-là, c'est fini, elle peut plus gagner, Non. parce que t'es obligé quand même de garder une petite prudence, tu vois. T'as envie, parce que là, clairement, bon, tu la vois sur les chandelles, ils sont en train de briller. En plus, à Daytona, physiquement, il y a ce côté où ils sont obligés de rentrer dans le paddock. Oui. Ils sont obligés d'aller T'as l'impression très que c'est hors loin. course, quoi. Ouais, enfin, mais tu vois, on l'avait raconté, cette anecdote aussi avec le Petit Le Mans, où McNish avait planté la caisse dans le tour de chauffe, et puis finalement, il gagne la course face à Peugeot. C'est pareil, je pense qu'il y a des observateurs qui se disaient, c'est fini, et il peut plus gagner, c'est évident, et en fait, il était revenu, donc... Ouais, et c'est ça qui a libéré les choses finalement. Mais Ouais, donc, ouais. du coup, on retrouve cette équipe Mercedes. Par contre, il n'y aura pas Jules Gounon qui vient de faire un podium à Bathurst. Ah oui, c'est vrai. Doublé BMW, WRT. Enfin, franchement, incroyable. On n'a pas fait de récap Non, ouais, c'est vrai. des 12 heures. Mais parce qu'on peut pas tout suivre en même temps. Je t'avoue que j'ai pas suivi Bathurst. Ouais, c'était compliqué moi aussi pour suivre. Mais en tout cas, Mon expérience de Bathurst tous les ans se limite à peu près à... Enfin si, il y a toujours c'est quoi, c'est des kangourous, non, qui traversent la piste, ouais, ou des... Voilà, ça je vois, j'ai toujours ces vidéos-là. d'accord. J'ai toujours une ou deux vidéos où tu vois effectivement des tours où ils sont roue dans roue, c'est hyper impressionnant. Ouais. Et j'ai toujours aussi la photo, tu sais, le classique, là, le coucher de soleil. Avec, Eh oui, bah, évidemment. Et c'est vrai que c'est magnifique, hein, franchement. C'est une belle ça épreuve, donne hein. envie. Elle est en Ouais. train de monter en puissance aussi. Tu vois, c'est un petit peu comme l'Asian Le Mans Series où on sent que ça monte. Maintenant, c'est sûr que c'est pas comme les 1000 km de Bathurst. Enfin, en tout cas pour moi, c'est un petit Ah cran en ouais. dessous parce que je connais Ouais, ouais. Bathurst via le Supercars australien et voilà, c'est sûr que ça change un petit peu. Ça fait quand même partie des épreuves que j'aimerais vivre une fois. Tu Ah vois, bah moi aller aussi. sur place. On va là-bas à Endurance Club. Et bah, les 12 heures de Bathurst, ouais, j'adorerais, franchement. Eh ben ça pourquoi serait top. pas. Ça Voilà, serait top. on vous lance le défi, mesdames et messieurs. Non, mais on Vous lance le écoutez défi même si on est aux en organisateurs, il Australie. faut nous inviter à En tout cas, eh ben Windward sera là, donc avec Lucas Stolz, donc un pilote maison, hein, encore une fois pour Mercedes. On aura un petit changement aussi chez McLaren, Optimum Motorsport, avec Tom Gamble qui est remplacé par Marvin Kirchhofer. Donc ça fait partie des petits changements aussi. Et puis Esteban Masson, qui a priori ne sera pas dans la Ferrari de chez Carguy Racing. Donc bah, ça peut peut-être changer aussi les choses parce que Esteban Masson, c'est quand même un artisan des podiums, des victoires de chez Carguy Kessel. Donc là, pour le coup, on va voir ce que ça va donner. Ils sont 4e au classement général avec une victoire donc d'entrée de jeu. Et puis malheureusement, un abandon sur la deuxième course avec le pilote qui remplaçait Takeshi Kimura et qui avait été un petit peu bousculé. Donc voilà, Windward. On a les Ferrari, donc on le disait, donc Carguy. Conquest Racing aussi qui ne fait pas trop de bruit, mais est là, 4e, 3e, pourquoi pas monter encore d'une place sur le podium. Et puis on a parlé des Porsche 911 aussi, va falloir les surveiller notamment de chez Monte. Ça va être quelque chose aussi d'intéressant à suivre, hein. Autant la 10 que la 92. Ce sont des équipages qui sont en plus suffisamment intéressants, j'allais dire, à suivre, hein. La 10 et la 92, c'est ça, donc avec Barler, Sturm et Antares AO. Et puis Ryan Hardwick qui prépare, mine de rien, sa saison en WEC, donc avec l'équipe Mante.
il est toujours avec Richard Lietz et puis Ricardo Pera. Donc voilà, ça fait partie de ces Ok. équipages qu'on va suivre. Bah moi j'allais pointer l'équipe Two Seas Motorsport, on en avait parlé Ah un oui, tout petit peu, tu sais, on avait évoqué le fait qu'ils utilisaient en British GT des livrées un peu iconiques, ils c'est avaient vrai. roulé avec une Porsche qui avait la même livrée que celle qui avait gagné le Mans 98, ils ont roulé aussi avec une Mercedes qui avait la même livrée que les CLK GTR de Ils 98, sont donc forts. bon, voilà, j'aime bien. Et donc ils sont là aussi, après je sais pas ce qu'ils Ouais, peuvent c'est aller pas mal. chercher, mais bon, t'as Oh, Ben avec Barnicot quand même dessus, donc Ouais, c'est ce que j'allais dire. McIntosh, lui, il a roulé en IMSA au 24 heures de Daytona il y a pas longtemps. Et puis Parker Thompson aussi avec Lexus. Donc, c'est pas un mauvais équipage avec cette Mercedes. On va voir ce que ça peut donner là-dessus. Et c'est vrai que, bah voilà, il y a 4 courses. Donc là, on fait la preview ouais, des 4 courses. Et puis on ouais. fera le récap de ces 4 courses Oh là, après 2 semaines. ouais. Il va y en avoir à Si, dire. si, si, non, mais je vais les regarder, je vais me plonger dans l'Asian Le Mans. Ouais. Ah, bon, ça va. C'est quoi ton actu? Ça me Regardez rassure. l'Asian Le Mans Series. C'est ça, c'est ça. En tout cas, on a dit justement, on est revenu sur le rôle de l'Asian Le Mans Series, le succès des séries assez haut. Moi, je voulais t'amener aussi sur la Michelin Le Mans Cup parce que Michelin Hmm. est partenaire de l'Asian Le Mans Series, partenaire évidemment de la Michelin Le Mans Cup. 10e année d'existence, Mhm. 44 engagés. J'ai eu l'impression quand même que le fait qu'il y ait 3 catégories maintenant. LMP3, tu vois, ça te fait plaisir de Hmm. pouvoir parler de Voilà. l'MP3. LMP3 Pro avec des pilotes jeunes qui ont envie de se montrer. LMP3 Pro Am, donc ça c'était un petit peu le même scénario que l'année dernière. Et puis LMGT3, bah, tu te retrouves avec un gros plateau. Je sais pas ce que ça t'inspire de voir que toutes les séries assez haut, franchement, sont remplies, font carton plein. Il y a 36 voitures en WEC. Il y a 42, 43 voitures en ELMS, on attend la confirmation officielle. 44 voitures en Michelin Le Mans Cup. En Asian Le Mans Series, on en a 46. Enfin, c'est incroyable. Mais en fait, on a tendance à s'habituer à avoir des plateaux remplis, alors que, comme tu le dis, c'est quand même assez fou. Tu vois, par exemple, au 24 heures du Mans, on aura encore cette année, on n'a pas la liste, ne la demandez pas, on l'a pas encore. Mais on aura On va l'avoir bientôt. 62 engagés. Ça fait finalement que 2 ou 3 années qu'on a 62 voitures au départ. Alors bon, sauf s'il y en a qui tapent avant ou qui sont forfaits dernière minute. Mais Hmm. ce que je veux dire, c'est que le plateau des engagés au 24 heures du Mans, dans toute l'histoire, depuis 100 ans, 92 éditions, on n'a jamais eu autant d'engagés qu'en ce moment, que la Bah période d'ailleurs, on qu'on est en parlait train du de vivre. garage 56, parce Ouais, qu'il y avait 55 voilà. voitures. Donc tu vois, vraiment, ça a évolué. Donc certes, on s'y habitue. Maintenant, on attend la liste des 62, mais enfin, ça fait que quelques années que c'est vraiment le cas. Et, euh, et les autres championnats parallèles, alors le LMS s'est retrouvé peut-être une santé, puisque les LMP2 sont plus autorisés en WEC, mais par contre, l'Asian Le Mans Series, bah, c'est pas un succès qui est gonflé, c'est parce que, comme tu l'as dit, il y a eu un travail de longue haleine, je pense, là-bas pour essayer de garnir le plateau en GT et aussi de le faire évoluer en proto. Et puis la Michelin Le Mans Cup, bah là, il y a plein de phénomènes, alors ça tu les connais mieux que moi je pense, mais le fait qu'il y ait d'autres championnats prototypes qui aient eu des difficultés, C'est vrai. le fait que c'est un vrai championnat labellisé assez haut et que donc du coup bah, c'est une vraie pyramide d'accès, la fameuse, Oui, vers mais les complètement. 24 heures du Non, Mans. mais c'est important parce que les équipes qui font justement ce choix-là de passer par la Ligue Européenne Series, la Michelin Le Mans Cup, puis le LMS, sont forcément bien dans les clous pour aller aux 24 heures du Mans. C'est l'objectif de tous, hein. En fait, tu es obligé de te conformer un peu à ce parcours initiatique pour aller jusqu'aux 24 heures du Mans. Et il est hyper cohérent parce qu'il est en parallèle de l'European Le Mans Series. Il est aussi en ouverture des 24 heures du Mans. Il est avec des voitures qui sont très proches. Enfin, c'est pas comme si tu passais vraiment d'une. Alors peut-être que je fais un parallèle qui est pas très bon, mais. Enfin, non, je réfléchis en même temps. Mais j'allais dire avec la monoplace, est-ce qu'il y a une vraie évolution logique de F4, F3, F2, F1? Normalement, oui, il y a cette volonté-là, que ce soit en monoplace, que ce Ouais. soit en rallye et donc en endurance aussi. Il y a plus de clarté, je trouve. Ouais, parce que tu vois, oui, non, si c'est vrai, c'est assez proche. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je trouve qu'on a vraiment cette évolution de. On a déjà du multicatégorie du coup en Michelin Le Mans Cup, ce qui est, tu vois, on est 2 échelons en dessous, on va dire, par rapport à 24 heures du Mans. Si on dit que le WEC est la top catégorie, le LMS en dessous, et puis ensuite la Michelin Le Mans Cup, on a quand même déjà cette règle du multicatégorie. Et puis on a des voitures qui progressivement prennent en aéro aussi, donc ouais, effectivement, non, c'est comme en monoplace en fait. J'allais faire une opposition, mais non, c'est plutôt un rapprochement qu'il faut Ouais, faire. c'est plutôt un rapprochement. Je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir ça, d'avoir cette vraie montée en puissance. Et puis bah, le niveau. Le niveau aussi, moi ce qui m'intéresse, et notamment quand la Michelin Le Mans Cup est en course support des 24 heures du Mans, c'est que tu vas avoir des équipages avec des jeunes pilotes que toi tu connais et que moi je connais pas. Mais que tu vas connaître à Voilà. force. Et puis tu as aussi des pilotes ultra confirmés qui sont présents. Je pense à Valentino Rossi qui est pas ultra confirmé en auto, mais qui était quand même au départ, qui était associé à, rappelle-moi, j'ai un trou de mémoire, avec qui il a gagné Ah, Maxime Martin?
En Michelin, il était avec Maxime Ah Martin. non, attends. Non, il était avec patron d'équipe à KSP à Codis. Ah, pardon, avec Jérôme Polican. Avec Jérôme Polican. Je Voilà. voyais pas où tu voulais en venir. Oui, oui, bien sûr. Enfin, tu vois, t'as des profils des fois. Enfin, c'est marrant. Ce que je veux dire, c'est que quand tu roules dans ces catégories-là, tu te bats face à d'autres jeunes pilotes et d'autres jeunes talents, mais t'as aussi parfois des vétérans, on va dire. Oui, C'est pas oui. leur manquer de respect de dire ça. Ah bah non. Et moi, je trouve ça génial. Donc, ça accélère aussi l'expérience que tu prends, quoi. Ah non, tout à fait. C'est vrai que puis la Michelin Le Mans Cup, mine de rien, et on va parler d'LMP3. Tu vois, Polican, j'ai je du l'ai mal à dit. le sortir. Tu t'y attendais évidemment. Et ben en fait, on a le nouveau règlement aussi LMP3 Ouais. avec la nouvelle motorisation et avec ces fameux châssis qui sont assez variés. Donc on a à la fois Ginetta, on a à la fois Hades, on a évidemment Ligier et Duquesne. Ça a ajouté aussi peut-être une évolution et je trouve que ça donne un nouveau souffle pour les LMP3. Parce que justement, on l'a pas dit, mais les deux rendez-vous, donc les 4 courses de l'Asian Le Mans Series qui vont arriver, sont en fait les derniers rendez-vous des LMP3 ancienne génération. Enfin, en tout cas, c'est le barreau d'honneur de ces voitures-là. Donc, c'est pas non plus transcendant en termes de look, mais enfin, quand même, C'est pas mal. en tout cas, on va quand même avoir ces nouvelles LMP3. Donc, ouais, effectivement, c'est bien. Tu vois, tous les championnats ont leurs nouveautés. Si on regarde comme ça, si on creuse, on arrive à trouver dans chaque championnat oui. des choses nouvelles, des choses à regarder, à surveiller pour les fans d'endurance. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Mais on est entre fans justement dans l'Endurance Club et c'est pour ça qu'on voulait eh bien évoquer ça. Et puis forcément, c'est la semaine où il y a eu une annonce de folie avec des constructeurs qui arrivent, j'allais dire par milliers. Non, peut-être pas exagéré quand même, mais en tout cas Par ça poignée commence à quand faire. même, ouais, par poignée. Hein. Et notamment en WEC, notamment aux 24 heures du Mans, où on a eu l'agréable surprise. Bon, ça savait un petit peu, ou en tout cas on pouvait Ouais. l'estimer, mais enfin Ford qui arrive donc de nouveau en WEC, qui revient Exactement. combien 50 ans, 60 ans, je sais même plus combien d'années, 70 ans après la dernière victoire officielle de Ford, parce que 68-69 c'était John Wyer qui engageait les Ford GT40, Putain, mais en il est précis, 67 c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est bien. c'est pas mal. Non, mais t'as raison. 2027 donc Ford qui revient. Ouais, 2027. Écoute, moi je suis content de. Il y a un truc que j'aime bien dans ça, c'est un peu comme Genesis avec Hyundai, c'est que j'adore quand en début de saison, t'as les conférences de presse et les communiqués de presse où tu vois des constructeurs qui ont des programmes ultra complets, tu vois. J'adore. On a connu quand même des périodes un peu plus moroses où tu vois que le sport est vraiment réduit énormément. Ford 2015, je crois, 14 ou 15, ils sont dans aucun championnat labellisé FIA. Sauf peut-être le rallye. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils supportaient vraiment du bout d'une Oui, non, valise c'était d'argent pas du tout M-Sport, mais officiel. c'était vraiment du bout, tu vois. Hein. Mais vraiment, programme réduit à peau de chagrin, et bah ça fait pas rêver. Enfin, quand t'es habitué à voir ces marques-là dans des championnats, t'attends un peu le nouveau programme, etc. Là, le communiqué de Ils presse. sont partout. Ouais, en fait, le communiqué de presse, là, il me fait penser, parce que en plus, j'ai fait des recherches cette semaine pour une voiture un peu plus ancienne, une Nissan GTR. Ah oula, oui. Ouais, je t'en parlerai. Et je suis retombé sur le communiqué de presse de Nissan de 2012, je crois, du lancement de la saison 2012, où ils sont partout en termes sportifs, c'est-à-dire qu'ils vont être en endurance prototype avec la Nissan Academy, ils vont faire du Super Taiko, du Super GT. Enfin, tu vois, il y avait un programme hyper ambitieux qui après, hein, c'est un petit peu réduit, mais donc là, j'aime bien voir ça, voir le retour de gros programmes, et donc Ford hyper ambitieux. De la NASCAR, Incroyable. Enfin, la Formule 1, La Formule 1, le rallye, ouais. et maintenant l'hypercar, parce que en fait je pense que le règlement hypercar permet aux constructeurs aussi de s'y retrouver. Il y avait l'engagement de ces fameuses Mustang en LMGT3. Si tu es engagé en LMGT3, normalement tu viens en hypercar, et on attend aussi peut-être que McLaren franchisse le pas. Non mais c'est vrai, si tu n'es plus engagé en LMGT3, tu ne l'es plus en hypercar non plus, on l'a vu avec Lamborghini. Et oui, Ford, c'était une rumeur, on va dire, c'était une info persistante, ouais, mais après, tu sais, je me méfie toujours des confirmations. Moi, j'ai connu l'époque où en 2014, à Daytona notamment, tu vois, on attendait une conférence de presse Ford qui annonce un programme LMP2. En fait, à l'époque, ils étaient pressentis pour peut-être aller en LMP1. Et puis après, il y avait cette rumeur de les voir arriver en LMP2 comme motoristes, parce qu'à l'époque, Nissan était motoriste en LMP2, il y a des années où au Mans, Nissan était vraiment présent partout, ils faisaient beaucoup de marketing autour de leur engagement en LMP2. Et donc il y avait cette rumeur que Ford pourrait faire la même chose. Et finalement ça s'est pas fait. Et puis motorisation unique en LMP2, donc de toute façon le projet a été annulé. Mais je pense que là, c'est pas du tout pour les mêmes raisons, mais ils font ce retour qui est opportun. Alors c'est pas parce qu'ils ont manqué de se faire racheter qu'ils ont loupé de racheter Ferrari, mais je sais pas quelles sont les raisons. Ah bah là on aura le duel, hein.
Ouais, on va Le avoir ça. retour, là on s'attend justement à l'histoire, je dirais, de faire 2027 le duel Ford-Ferrari. C'est marrant qu'ils décident de revenir alors que justement Ferrari vient de gagner les 2 dernières Oui. éditions. Tu vois, il y a un peu ce côté quand même revanche, etc. Non, mais plus sérieusement, je sais pas quelles sont les raisons vraiment qui sont derrière ce retour. Je veux dire les raisons profondes. On l'a dit, la présence des Ford Mustang, c'est parce qu'ils ont envie d'en faire une voiture, une berline qui a une histoire à raconter, et puis c'est un modèle un peu culte dans la gamme Ford. Là, je pense qu'ils ont senti que ils avaient plus à perdre à ne pas y être. Ouais. Donc, enfin, je pense qu'ils se sont dit mieux vaut qu'on y soit et qu'on gagne pas, plutôt qu'on reste en dehors de ça, parce que ça va rester une période énorme de l'histoire du sport automobile, ce qu'on est en train de vivre actuellement. Exactement. Ça restera comme une période dingue. Et parce puis, qu'elle mine de connaîtra rien, forcément une fin un jour. Hein. non, mais alors oui, on espère le plus tard possible. Faudra essayer de retrouver justement un nouveau souffle et peut-être avec l'hydrogène ou peut-être avec d'autres façons de Oui. mobilité, j'allais dire. Mais en tout cas, moi je crois quand même que grâce à la BOP, on a les constructeurs qui se disent OK, on a Bien une sûr. chance de pouvoir se battre et donc pourquoi pas avec des règlements à la fois LMDH et LMH, ça peut finalement aussi permettre à tout le monde de se battre. Alors que, bon, quand même, ils ont quand même choisi le LMDH. Donc c'est un peu... Je sais pas si on peut dire que c'est un désaveu pour le LMH, mais... Ça coûte moins cher. Et puis bon, ils sont américains, donc ça paraît aussi logique C'est ça. qu'ils choisissent cette plateforme, même si, de ce qu'on comprend, c'est quand même le WEC qui va être le... peut-être privilégié dans un premier temps, et l'INSA en parallèle. Enfin... Mine de rien, je te coupe, mais Ferrari, Toyota, c'est eux qui se sont imposés les dernières fois, c'est des LMH, hein, au Mans. En fait, c'est ça qui me surprend, mais il y a cette petite course, je pense, en ce moment, de qui sera le premier constructeur à s'imposer au Mans en LMDH. Ça risque d'être Porsche, mais en tout cas, il y a cette recherche. Ils ont dû, je sais pas, j'aimerais bien avoir un peu les coulisses de la jeunesse de ce retour. Je sais pas si ça a été très long comme processus de décision. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu cet arbitrage à faire entre LMH et LMDH. Cet arbitrage à faire entre est-ce qu'on se contente que du GT3 ou est-ce qu'on revient justement dans la catégorie hypercar, etc. Par contre, il y a un truc dont je suis convaincu, c'est que Ford, quand ils appuient sur le bouton et qu'ils disent on y va, je pense qu'il faut s'attendre à avoir du lourd, quoi. Ouais. On va avoir, à mon avis, une voiture qui va avoir une super gueule. Au niveau pilote, on va, comme à l'époque de la Ford GT, je pense qu'on va avoir un mix de pilotes un peu à l'ancienne, vieille école, et puis aussi de Top Gun. Est-ce qu'ils en ont beaucoup des pilotes à l'ancienne? Je sais pas, peut-être du programme Mustang, mais en tout cas ça va être intéressant. Et surtout, ça ouvre des possibilités énormes pour tous les pilotes. Hein. Non, franchement, je trouve que déjà, je trouvais que le programme Genesis faisait commençait un appel d'air, même si quand tu vois que les premiers noms qui sortent, c'est André Lotterer et puis Poderni, bon, puis il y a Jackie X, bon. C'est vrai que c'est pas forcément le vent de la nouveauté, hein, on va pas se mentir. Mais quand même, Attends, il y a peut-être Alessandro Giretti qui ouais. arrive. Non, mais par contre, c'est évident quand même que ça va faire un appel d'air avec de nouveaux pilotes et de nouveaux talents. Et Ford, là aussi, enfin, moi je trouve ça fou. Il va peut-être y avoir un mercato. Enfin, c'est dingue de les voir arriver. Et puis il y a encore d'autres rumeurs de constructeurs. Est-ce qu'on peut les accueillir? Je sais pas. Mais Si, oui, ouais. bon, on les accueillera. En WEC, en tout cas, on a encore de la place parce qu'il y a 36 voitures engagées. On reviendra sur l'épreuve en elle-même ou en tout cas la saison WEC 2025, mais il y a encore un petit peu de place. Au Mans, c'est sûr qu'il faudra pousser les murs et il faudra peut-être créer d'autres stands. C'était dans les cartons. Hein. La CO avait annoncé ça, qu'ils allaient essayer de trouver des solutions pour rendre un peu plus extensible la ligne droite des stands. Il y avait aussi cette idée, pourquoi pas, d'avoir des cohabitations, d'avoir peut-être 2 voitures dans certains box. Waouh. Ouais, non mais oui. Et alors, un stand à Maison Blanche pour les GT et un stand proto dans le général. Non mais tu sais, enfin, ça c'est le genre de sujet, tu vois, faudra en discuter avec le président Pierre Fillon, mais ouais, on a cette habitude d'avoir des grands stands, d'avoir beaucoup de place, d'avoir des infrastructures. Ah bah c'est ça le Mans. C'est un standard, on a placé le standard assez haut et ça donne beaucoup de confort pour les mécaniciens et pour les ingénieurs pour travailler sur la voiture. Ça permet aussi beaucoup d'opérations de VIP, de faire venir du monde dans les stands. Garage tour. C'est très important, évidemment. Maintenant, je pense qu'à la marge, on peut aussi, pourquoi pas, imaginer des choses où, je sais pas, moi, un constructeur comme Porsche, qui tous les ans veut avoir 3 voitures, ok les gars, bah, vous faites avec 2 stands. Pourquoi pas? Enfin, je pense que en termes de logistique, ils auraient largement de quoi faire. Ferrari, on leur dit les gars, vous avez 2 voitures à la saison, vous en avez une 3e, par contre il faut faire avec 2 stands. Je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire. Ok. Logistiquement parlant, je pense que c'est gérable.
et tu fais des aménagements. C'est-à-dire que si il y a un moment, il y a besoin d'avoir toutes les voitures dans leur stand, ce qui forcément arrivera, mais s'il y a besoin de travailler sur les 3 voitures, et ben tu fais des zones de travail. Enfin, on peut trouver des aménagements. Ouais. Ah, On va mais pousser moi les je suis murs, quand pour même. bouger Ouais. un peu les coques, tu vois. Ok, pourquoi pas. Ouais. Bah écoute, en tout cas, on y reviendra, je pense, la semaine prochaine, enfin en tout cas très bientôt, hein, justement, sur cette saison WEC 2025, et on aura l'occasion de revenir de façon assez précise sur la liste des engagés. Alors, pour les 24 heures du Mans, il faudra peut-être encore attendre un petit peu, évidemment, mais en tout cas, on a quelques pistes quand même à vous donner. Bon, c'est quoi ton actu cette semaine alors? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait Rétromobile. Bah écoute, là, ouais, voilà, l'actu c'est Rétromobile. Là pour l'instant, ça va être enregistré des épisodes peut-être ensemble. Ouais. On peut pas tout dire encore ce qu'on va faire, mais bah, les Rétromobiles. Et puis voilà, je pense que c'est déjà une bonne actu. Ben oui, on est dans la semaine Rétromobile. En tout cas là, je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, si c'est jeudi ou si c'est vendredi matin, mais en tout cas, bah, il y a jusqu'à dimanche. Si vous êtes sur Paris Ouais. ou en tout cas pas trop loin et motivé par les voitures historiques ou pas que d'ailleurs, eh ben n'hésitez pas à venir parce que c'est génial. Non, mais c'est un événement énorme. Je crois que le demi-siècle de Rétromobile sera l'année prochaine. J'ai vu passer ça. Perso, ça doit faire au moins, je compte plus, mais je crois que ça fait au moins 15 ans que je viens. Sans m'en rendre compte, tu sais, à chaque fois je me dis, Oui. parce que effectivement, je suis toujours plus attiré par des voitures mobiles, des voitures qui courent. Mais Rétromobile est quand même devenu un rendez-vous hyper important. C'est pas pour. Alors là, je fais une petite parenthèse, hein, pour celles et ceux qui connaissent pas trop Rétromobile ou qui sont jamais trop intéressés à l'événement. C'est pas une bourse de pièces anciennes et de pièces détachées de DS et de. Alors il y en a un peu. D'ailleurs, Il y en a. ça fait le retour cette année, je crois. Il y a un espace comme ça, mais c'est pas du tout ça le liant, enfin le cœur de l'événement. Le cœur de l'événement, c'est que vous avez tous les organisateurs de grandes compétitions historiques. Vous avez aussi l'organisateur des 24 heures du Mans, bien sûr, la CO qui est présent. Et puis vous avez beaucoup de voitures historiques, mais il y a aussi historiques récents. Enfin, je veux dire, on peut voir des LMP1, on peut voir des LMP2 parfois, on peut voir des voitures finalement très très récentes. Et c'est un événement qui est à la fois historique, mais avant tout, je trouve, sport auto et belle voiture. Bah, d'ailleurs, l'année dernière, on avait eu Sébastien Loeb. Cette année, on a Sébastien Ogive. On l'a eu cette semaine. Il y a Il y un a quand focus même sur de belles les choses. Formule 1 françaises. Bien Enfin, sûr. ouais, c'est vraiment très axé sport. Et non, c'est un très bel événement si vous avez l'occasion de venir y assister. Et puis il y a des photographes aussi. Il y a plein de belles choses, des artistes. Non, mais c'est incroyable. Vraiment, il y a une variété de choses à voir. J'ai rarement fait Rétromobile sur une seule journée. Tellement il Oui. y a de choses à voir. Non, mais c'est fou. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Et toi, bon, bah alors, du coup, ton Alors, actu, c'est ça aussi, je pense. Oui, bah moi, évidemment, ça va tourner autour de ça. Maintenant, il y a aussi encore effectivement pas mal de choses de mon côté sport blanc, parce que bah, la saison bat son plein. Donc, je fais un peu de ski cross là sur mon épisode de trajectoire dernier ou avant-dernier. Et ben, j'ai eu Ophélie David, donc une championne de ski cross. C'était vraiment génial de pouvoir échanger avec elle. Donc là, j'en commente un petit peu, je commente encore un petit peu de ski, et puis plein de belles choses et des tournées aussi pour le film des 24 heures du Mans. Alors ça, c'est grâce à l'ACO et au club ACO que justement, bah, surtout dans l'Ouest, hein, mais on arrive à se rencontrer avec les fans, des auditeurs d'Endurance Club également, et je vous remercie parce que c'est vraiment un bonheur de pouvoir se retrouver. Et donc il y en aura quelques-unes aussi autour de la projection. En fait, ben, on vient se retrouver avec des pilotes, des ingénieurs, des team managers pour parler de la course et pour développer un petit peu sa passion, notre passion commune, et aller un petit peu plus loin dans Ça, dans c'est cette course. réservé aux membres ACO ou... Pas que, ça dépend ça dépend Ouais. des soirées. Généralement, oui, il vaut mieux être membre ACO, mais tu peux aussi découvrir ça. C'est généralement dans les cinémas. Ok. Et donc, avant la projection, bah, tu as ce petit moment d'échange, Ah, mais et ça c'est donne vraiment envie, un hein. bon concept. Voir un film sur les 24 heures du Mans et rencontrer Anthony Drevet, j'avoue que c'est un... Ah oui, non, d'accord. Non, c'était plutôt les pilotes qu'on pardon. rencontre. Non, mais tu vois, par exemple, dans cette tournée, on a eu Christophe Boitin, qui est ingénieur chez Alpine Signatech. On a eu Arnold Robin, Paul Louchatin. Enfin, il y a vraiment une vraie variété. L'année dernière, il y avait Valentin Asclot. Là, il y aura dans quelques jours, quelques semaines, Thomas Laurent. Enfin, voilà, c'est vraiment très très varié. Et Ok. puis, on a eu Vincent Beauménil aussi, Ok. qui nous a parlé des 24 heures du Mans. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Ouais, et des donc, acteurs selon variés de Exactement, tous les l'endurance. acteurs. Tu vois, on a eu une soirée aussi où c'était vraiment
vraiment thématique bénévolat et commissaire de piste. Ok. Et là, il y avait des histoires humaines fabuleuses et c'était génial côté Bretagne. Donc voilà, je vous invite à vous rapprocher des clubs ACO si ce n'est déjà fait, mais je sais que vous êtes Ouais, non, nombreux mais à ils nous sont assez écouter. dynamiques. Il y a plein d'événements comme ça qui sont organisés tout au long de l'année. Il n'y a pas que la semaine du Mans où on peut partager la passion du Mans. Donc non, mais t'as raison, c'est bien. Donc voilà, je suis un petit peu à 100 à l'heure partout aussi et donc pas sur les routes hein, à 100 à l'heure, mais à 100 à l'heure sur l'agenda. Ok, bon. Voilà. Bon bah c'est un plaisir Eh en ben tout cas. voilà. Bah ouais, ça fait plaisir aussi d'avoir un petit studio Ah, temporaire avec ouais. du bruit Non, d'ambiance. par contre là, je suis en train de réfléchir au montage, Ah oui, d'accord, tu biperas les au moments bruit de où il y a fond. du bruit. Donc je ne remercie pas l'hôtel Éclos Ah non, c'est pas Porte de vrai. Vanves à Paris. Non, Ah, mais il y si a tu leur fais une promo. Ouais, c'est vrai. Ah, je biperai du coup. Non. Mais j'espère que ça a été pour vos oreilles en tout cas pendant ces Bon, 45 minutes d'enregistrement. voilà. Mais c'est vrai que le studio, on aurait pu faire plus calme peut-être. Ouais, on fera mieux la prochaine C'est fois. de l'ambiance, voilà. Écoute, c'est Voilà. du live, voilà. On est dans l'ambiance salon avec aspirateur, etc. C'est les préparatifs de Rétroville. Merci beaucoup Geoffroy, merci à vous toutes et tous en tout cas, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel numéro d'Endurance Club évidemment. Si vous appréciez, eh bien n'hésitez pas à mettre des petites étoiles et à commenter, à partager, comme vous le faites déjà hein, pour certains, mais bah, c'est un plaisir à chaque fois de pouvoir donc avoir vos retours et de vous accompagner peut-être sur vos trajets, sur vos jogging et autres. Voilà, c'est vrai qu'il y a différentes manières de consommer l'Endurance Club. Merci beaucoup, à la semaine prochaine Geoffroy. Allez, salut la semaine prochaine. Salut.